Bonjour à vous, ravi de vous retrouver et bonjour à notre invité Philippe Pascaud. Bonjour Pierre, bonjour TV Liberté, toujours libre de parler. Philippe Pascaud, vous avez été maire adjoint d'Évry en Essonne du temps de Manuel Valls, puis conseiller municipal et conseiller régional. Vous revendiquez encore votre attachement au mouvement des Gilets jaunes et vous publiez l'ouvrage que voici, Pilleurs d'État, encore et encore. On nous a dit que tout allait changer aujourd'hui. C'est pire, c'est chez Max Milot. Alors, vous commencez votre ouvrage avec un scoop, Philippe Pascaud. Vous nous dites que Emmanuel Macron est un menteur. Oui, alors, quoi de neuf sous le soleil? Et j'affirme qu'Emmanuel Macron est un menteur si il ne me croit pas qu'il me fasse un procès. C'est au sujet du casier judiciaire vierge qu'il n'a toujours pas institué, qu'il avait promis de faire. Et puis bon, pour l'anecdote, en mars 2017, il m'a envoyé un de ses sbires qui travaillait sur sa campagne, qui s'appelait Julien, pour que je lui fasse une note sur le casier vierge, pour être élu. Je suis l'instigateur de la pétition pour un casier vierge pour être élu et je suis celui qui a référencé, c'est dans un de mes précédents livres, les 396 métiers où on exige un casier judiciaire vierge pour travailler. J'avais fait la note pour Nicolas Dupont-Aignan, je l'avais fait pour mon ami Jean Lassalle, je l'avais fait pour Asselineau, je fais une note pour le candidat Macron. Il le met dans son programme, page 27. On est en 2017. Hein. Ouais. Aucun élu ne pourra se présenter s'il n'a pas un casier judiciaire vierge, B2 vierge. Bien. Entre les deux tours, il me renvoie le pépère Julien, qui vient me voir. C'est pas Julien Drey, j'espère. Non, c'est pas Juju. Non, je le connais. Je suis un peu fâché avec lui depuis qu'il est dans mes livres, lui aussi. Le 2 mai, Julien me dit, tu sais, Philippe, on est embêté. Macron, il pourra pas faire le casier vierge parce que Bayrou n'est pas d'accord. Ah bon, pourquoi? Oui, je sais pas, faut lui demander. Peut-être qu'à l'époque, il était mis en examen pour des histoires de trucs à l'Europe. Il avait son parti, ouais, c'était un petit peu gênant pour lui. Donc il l'avait annoncé, donc j'ai renvoyé Julien en disant tu diras à Macron que c'est un menteur et que maintenant je le traiterai toujours de menteur sur l'histoire du casier vierge. Mais s'il avait menti que pour ça. Malheureusement. Là, il m'a menti personnellement. Votre ouvrage est quand même une forme de réquisitoire contre la classe politique française, particulièrement concernant ses privilèges, ses passe-droits, ses avantages, mais vous renoncez malgré tout aux tous pourris. Oui, parce que tous les élus ne sont pas pourris, c'est le système qui est pourri. Moi, j'ai connu plein d'élus magnifiques, qui étaient des types vachement bien au démarrage, mais même, j'ai pas la langue de bois, Manuel Valls, au début, était un mec bien. Mais le pouvoir pourri. Et maintenant, je l'appelle Dark Vador. Pourquoi? Vous savez ça? Pourquoi le pouvoir pourri? Parce que la soupe est bonne. La soupe mais c'est pas parce que la soupe est bonne qu'on a envie de faire des conneries. Ah oui, mais c'est très dur de résister. Vous savez, quand on vous propose pouvoir, sexe et argent quand vous devenez élu, j'en connais beaucoup qui ont plongé. Moi-même, j'ai été élu 25 ans. On m'a fait des propositions et de sexe et d'argent. On m'a proposé des pots de vin. C'est très très dur de résister. Donc une fois que vous avez mis le doigt dedans, vous êtes mort. Alors, est-ce qu'il y a à gauche, à droite, au centre, quand même, il y a un camp, une famille politique qui échappe un petit peu? M'en voulez pas, mais il n'y a aucune famille politique qui échappe à la corruption. Ouais. Aucune. Et plus on remonte en haut de la pyramide, et ceci n'est pas un geste maçonnique, plus on remonte en haut de la pyramide, plus je rencontre malheureusement d'élus corrompus. Même aujourd'hui, je vais vous dire, dans le gouvernement actuel, dans le gouvernement précédent, il y a des élus corrompus, ou des élus qui ont mis les doigts dans la confiture. Et il y en a un qui s'appelle... tiens, je vais vous donner un scoop, les gens ont complètement oublié, parce que les gens n'ont pas de mémoire collective, et un dénommé Retailleau. Ah. Que je respecte par ailleurs, parce que quelque part, il bouge un petit peu par rapport aux autres. Il est devenu ministre de l'Intérieur, donc oui, faites attention à ce que vous dites. Je fais toujours très attention, et de toute manière, s'ils veulent me tuer, ils me tueront. Mais M. Retailleau, je sais qu'il a un chiffre qu'il aime bien. C'est ça. Ça vous parle pas, hein? Si, ça peut. Ça peut vous parler? Ouais, la Trinité. Non, mais non, même pas. C'est beaucoup plus simple que ça. Une émission de télé, il y a très très longtemps, du côté de la Vendée, un Interville, où il y avait un animateur qui interrogeait. Voilà, ça y est, ça me revient. Qui a triché sur sa jambe en mettant la bonne réponse. En mettant 3. Ouais. Et qui c'est qui était en face pour prendre les réponses? Bruno Monsieur Retailleau. On oublie vite, hein? Et Monsieur Retailleau est aussi dans mes livres sur les chocolats du Sénat. Alors, il y a aussi tout un tas d'individus qui gravitent autour de nos élus. Oui, comment ils profitent des avantages des élus, ceux-là? Parce que c'est des copains coquins. Donc, les élus sont leurs copains, ils mangent ensemble, ils vont au même Rotary, ils couchent ensemble. Et puis, quand ils font des lois, c'est pour s'arranger entre eux. Et la plupart des lois aujourd'hui qui sont faites ne sont pas des lois qui sont faites pour le peuple. C'est des lois qui sont faites pour couvrir les nantis et les élus.
Est-ce que vous pouvez nous raconter 3 petites histoires croustillantes allant dans ce sens? Allant dans ce sens. Une, la plus emblématique de votre livre. De loi, par exemple. Je peux vous en donner une qui date de l'affaire Fillon. Ça vous parle, monsieur Fillon? Qui a été faite exprès pour monsieur Fillon. Je pèse mes mots. Il y avait avant ce qu'on appelait le vol par ruse. Ça vous parle, le vol par ruse? Et vous aviez 10 ans de prescription quand vous découvriez le vol par ruse ou le délit par ruse. D'accord? Donc j'avais fait un délit par ruse en 2000. On le découvre en 2010. D'accord? J'ai donc jusqu'à 2020 pour pouvoir mener mon enquête, mettre des inspecteurs. 10 ans. À partir du moment où on découvre les faits. Il y a une loi qui est passée qui, médiatiquement parlant, a dit qu'en fin de compte, on allait progresser dans la moralisation, dans la transparence, etc. Qui disait que maintenant, la prescription, ce n'était plus 10 ans, c'était 12 ans. Mais, il faut lire les petits détails, cette prescription partait à partir du moment où les faits ont été commis. Est-ce que vous me suivez? Donc, je reprends mon analyse d'avant. Délit en 2010. Découvert en 2010, délit commis en 2000, découvert en 2010, je n'avais plus que 2 ans pour faire l'enquête. Voilà une des lois Fellon. Puis je peux vous en donner d'autres, des lois qui aussi arrangent les nantis. Vous voulez que je vous en donne une par rapport aux voitures? En ce moment, on morfle pas mal. Vous savez qu'en 2035, c'est dans mes livres, fini les voitures thermiques. Hein. C'est moche, ça pollue, c'est sale, c'est tout ce que tu veux. Donc maintenant, à la vente, en tout cas, on pourra continuer à rouler avec... Un petit peu, hein, parce qu'avec la ZFE, la zone à forte exclusion, ça va être difficile, hein, les vieilles voitures. Il va falloir des neuves. Hein. Il va falloir des neuves. Donc en 2035, interdiction de continuer à construire et de vendre des voitures thermiques. Vous me suivez? Moi, j'aime bien lire la loi jusqu'au bout. Et il y a un petit alinéa dans cette loi qui dit que en 2035, les constructeurs de voitures d'un peu moins de 10 000 exemplaires pourront continuer à rouler en voiture thermique. Qui conduit des voitures de moins de 10 000 exemplaires? Maserati, Bugatti, Lamborghini, Ferrari, Rolls-Royce, voilà. Voitures de luxe. Tiens, c'est vous qui le dites. Eux, bizarrement, pourront continuer à faire... Alors que nous, ça sera... C'est ça, les lois qui pondent. Et je peux vous en donner plein. Je vais vous en donner une, tiens, de loi qui m'énerve, sur les drones. Ça vous parle, les drones? Bien sûr. Bon, eh bien, ils viennent d'autoriser les drones à reconnaissance faciale, hein, pour les manifestants dans les manifestations. C'est-à-dire que à Paris, vous manifestez, maintenant les drones sont légalement autorisés à vous reconnaître avec les systèmes de reconnaissance faciale. C'est bizarre, mais c'est contre les opposants. Par contre, entre la frontière franco-espagnole, le préfet vient d'interdire les drones à reconnaissance faciale. Tiens. Donc les gens, les passeurs, les immigrés illégaux, à la frontière franco-espagnole, on n'a pas le droit de les reconnaître. Par contre, les manifestants, qui eux manifestent souvent par mécontentement valable, eh ben eux, on pourra les reconnaître de façon faciale. Ça, c'est un petit scoop que je vous donne que personne n'avait noté. Alors, il y a aussi une petite joyeuseté que j'ai trouvée dans votre ouvrage concernant les JO, l'utilisation d'un gaz pour marquer les gens. Eh oui, j'ai pas tout à fait les preuves, mais presque, mais ce gaz-là existe, c'était dans le contrat, et il se trouve qu'il y a quand même quelques manifestations auxquelles j'ai participé en tant que gilet jaune et en tant que figure des gilets jaunes, où quand on est rentré, on était quand même malade des gaz qu'on avait pris dans la tête. Moi, je vois mon épouse qui a fait 2-3 manifs avec moi, pendant 15 jours, elle a eu mal au crâne à cause des gaz qui nous balançaient. Donc c'est pas que du gaz lacrymogène apparemment, et j'en veux pour preuve, c'est qu'une personne s'occupait de faire les analyses, indépendant, un militant, s'occupait de faire des analyses justement de ces gaz, etc., et de récupérer des preuves et des documents qui prouvaient qu'il faisait des essais, entre guillemets, thérapeutiques, il semblerait, j'affirme pas, sur les manifestants et autres, et cette personne-là s'est fait voler officiellement tout son matériel à 6 heures par des GIGN qui a débarqué chez lui. Voilà. Alors, Philippe Pesco, moi, ce que j'écris, encore une fois, ce n'est que sur des documents officiels. Donc, j'ai rien inventé, ce n'est pas une rumeur. Ce que je dis, c'est sur des documents officiels. Vous écrivez quand même dans votre livre, Philippe Pesco, qu'il faut éviter d'envoyer les Français dans les bras des extrêmes. Mais c'est qui aujourd'hui les extrêmes? Je ne sais plus, mais c'est grave. Mais moi, je ne veux pas les envoyer dans les bras des extrêmes. Le problème, c'est qu'ils font tout
pour que les gens soient de plus en plus extrémistes. Tout est fait aujourd'hui, et j'en discutais encore ce matin. En gros, on est en train de nous gouverner par le chaos. Faire peur. Tomber dans l'anxiogène. Le moindre petit truc, on le montre en épingle, etc. Le moindre nom, un petit peu machin, on le monte en épingle. Mais c'est pas gratuit. C'est que plus vous gouvernez par la peur, par l'anxiogène, etc., plus c'est facile de gouverner, parce que les gens, ils pensent à autre chose. Et c'est vrai que comme aujourd'hui, les gens ont besoin de famille, et puis on s'est tous fait niquer. Excusez-moi, j'ai employé un mot qu'il ne faut pas employer. On s'est tous fait avoir. On s'est fait avoir par la gauche, on s'est fait avoir par la droite, on s'est fait avoir par un type qui se prenait pour Kennedy, qui sautait une petite vieille. Qu'est-ce qui reste aux gens ? Mais il reste les extrêmes. Alors on en a parlé aussi récemment de ce que nous coûtent nos anciens présidents et anciens premiers ministres. Oui. Qu'est-ce qu'il y a de choquant là-dedans ? Ben, moi, personnellement, et je limite dans le livre, ça me choque sans me choquer. C'est un leurre, ce genre de truc. C'est comme le Sénat là, qui vient de voter un amendement dont il savait que ça passerait pas. Comme quoi il voulait supprimer. C'est pas énorme, ça coûte de l'ordre de 3 millions d'euros. C'est pas, moi je suis beaucoup moins outré par le fait qu'on paye un garde du corps à un ancien président, un ancien ministre, un ministre de l'Intérieur, que par les retraites chapeaux de certains de nos capitaines, qui ont vendu en plus leurs entreprises, aux Américains ou à l'étranger, etc. Exactement, oui, tout à fait. Je suis beaucoup plus choqué par ça. Mais c'est tellement plus facile de parler de ça que de parler des vrais problèmes. Et en plus, des présidents de la République anciens, il n'en reste plus beaucoup, donc il ne faut pas s'affoler. Alors on a assisté... Par contre, ce qui est très marrant, il faut le signaler quand même, c'est que celui qui a interdit, c'est là où j'adore ce mec-là, entre guillemets, quand je dis j'adore, je mets des guillemets. Donc le Sénat vote un amendement pour supprimer les avantages aux anciens présidents et aux ministres, d'accord ? Qui c'est qui dit non derrière le Sénat ? C'est qui dit non ? C'est M. Bayrou. Bizarrement, Premier ministre, il sait qu'il va le toucher, il dit non. Arrête, Beyrouth, comme ça, de changer d'avis, de changer de chemise, et de dire le contraire de ce que tu disais hier, quoi. Parce que c'est un monsieur Beyrouth, qui était contre le 49-3, faut pas l'oublier. Première chose qu'il fait, première chose qu'il dit, en plus, quand il devient Premier ministre, monsieur Beyrouth, c'est « Alors, le cumul, je suis pour. » Parce qu'il voulait rester maire de Pau. Alors qu'il n'arrêtait pas de militer contre, alors que quand, en 2007, quand ils ont voulu faire une loi sur la moralisation bidon, comme ils ont mis en place avec monsieur Macron, monsieur Beyrouth, dedans, il y avait un vote pour le non-cumul des mandats que M. Bayrou devait défendre. Mon œil. Ces gens-là font le contraire de ce qu'ils disent. Et ça m'énerve de plus en plus. Alors, on a assisté ces derniers temps, c'était le 23 décembre dernier, au retour aux manettes de Manuel Valls. Il a été nommé ministre d'État chargé des Outre-mer. Alors, vous avez été proche de lui à la mairie d'Evry. Qu'est-ce qu'il faut penser de l'homme et de son retour ? Je suis même celui qui s'est battu. Parce que ça faisait des mois qu'on le voyait. Où est-ce qu'il y a une place ? Il téléphonait partout, comme Ségolène. Manu, c'est la personne avec qui je me suis battu physiquement 2 fois. Maintenant, quand je le vois, j'appelle Dark Vador. Malheureusement, il fait partie de ces politiques qui n'ont aucun orgueil, qui n'ont rien, qui sont prêts à faire n'importe quoi. Et réfléchissez, c'est un mec qui n'a jamais travaillé. Tous ces gens-là, hormis la politique, qu'est-ce qu'ils savent faire d'autre ? Rien. C'est travailler, faire de la politique, c'est ça, non. Quand on est député, quand on est ministre, alors j'aimerais, vous regarderez dans mon livre, j'ai fait le taux d'absentéisme de certains députés à l'Assemblée nationale. Moi, ça me fait quand même peur quand il y a des lois qui sont votées par 13 députés présents. 13 députés présents. Ça me fait très très peur quand dans la salle, il n'y a même pas 500 députés. Il manque 500 députés pour voter une loi. Donc ces gens-là, l'absentéisme, bonjour. Donc j'aimerais bien qu'ils travaillent. Vous, quand vous allez chez Renault, vous pointez le matin, vous pointez le soir. Ces gens-là, ils passent quand ils veulent. Aujourd'hui, vous ne le savez peut-être pas, mais on peut voter une loi avec un seul député. Un seul député. Et là aussi, ils nous baratinent. Parce que soi-disant, maintenant, ça doit être clair, etc., etc. Quand ils votent, il y a les présents et les représentés. Donc quand vous avez 27 personnes qui votent, on ne sait même pas s'il y a les 27. Ça, c'est nos députés. Et ces gens-là, en plus, derrière, ce qui est là où c'est grave, nous donnent des leçons de morale. C'est-à-dire que ces gens-là, ils n'en ont pas un copec sur eux. Et nous, par contre, on doit marcher droit. Nous, on doit être là. Nous, on nous demande de travailler une journée gratuitement. Alors qu'eux, ils travaillent sur notre dos, pas grand-chose. Mais pas tous, encore une fois. Il y a des élus qui bossent. Seulement le deuxième problème, c'est qu'un élu intègre, un élu qui bosse, l'électeur, il en veut pas. Mais enfin, l'élu qui bosse, il ne bosse pas forcément dans le bon sens. Ah ben non, ça c'est un autre problème. C'est un autre problème. Déjà, il bosse. Après, le sens où il bosse, c'est un autre problème. Je préférerais qu'il ne bosse pas. S'il bosse contre les intérêts des Français... Ah non, mais des mecs qui bossent contre les intérêts des Français, d'abord, c'est surtout pas comme ça qu'il faut voir les choses. Ils bossent surtout pour leur intérêt personnel, ce qui est tout à fait différent.
Aujourd'hui, la plupart des lois, entre guillemets, et je le dis, ne sont pas faits pour les Français. Ils sont faits pour se couvrir les uns les autres. Et de plus en plus. Mais nous sommes coupables. Le vrai coupable, c'est le peuple. Quand je vois qu'il y a 90% d'abstention sur certaines élections, quand je vois qu'aujourd'hui, et je le dis souvent, je le répète depuis des années, le remplaçant de M. Valls, salut Dark Vador, le remplaçant de M. Valls, il a été élu avec 0,9 électeurs sur 10. Moins de 1 électeur sur 10. C'est ça la démocratie aujourd'hui. Aujourd'hui, la moyenne d'élection d'un élu, c'est 1,2 électeurs sur 10. C'est-à-dire que les gens sont élus avec 1/10 des électeurs. Qui est coupable ? Nous. Parce que nous sommes encore dans un pays où on peut se débarrasser des élus ripoux. Il y a des pays que j'ai visités où vous ne pouvez pas vous débarrasser des élus ripoux. Vous ne pouvez pas vous débarrasser de la corruption parce que sinon vous finissez en prison ou vous finissez découpés en morceaux vendus sur le marché. En France, on peut encore. Oui, mais les élus ripoux, bien souvent, ils sont quand même reçus dans les médias. Et à ce titre, d'ailleurs, vous dénoncez la manipulation des masses. Mais attends, c'est pas parce qu'on est reçu dans les médias, les gens ouvrez vos yeux, les enfants. Les gens, ils sont cons parce que les gens, ils regardent BFM TV, ils sont convaincus d'avoir les gens, ils regardent la sainte parole. Ils regardent Hanouna. Ouais. Hanouna, c'était la référence politique aujourd'hui en France. Donc je comprends, les gens n'ont pas le temps, mais il faut se forcer un petit peu, c'est du temps. Arrêtez d'être des consommateurs, redevenez acteurs. Et la plupart des gens aujourd'hui sont des consommateurs. On vote pour quelqu'un en 2000, on s'en occupe pas pendant 5 ans. Le mec, il fait ce qu'il veut pendant 5 ans. Dans n'importe quel travail, vous êtes obligé de rendre des comptes. Dans n'importe quel travail, si vous faites mal votre boulot, vous êtes viré. Élu, non. Élu, non. Non seulement on ne sait pas ce qu'il fait, mais je vais vous dire, moi par exemple, le casier judiciaire vierge. Vous savez qu'aujourd'hui, bosser dans une mairie, je le dis souvent, il vous faut un casier vierge. Si vous êtes condamné pendant que vous êtes fonctionnaire, vous pouvez être viré et on peut vous piquer votre retraite. Par contre, vous pouvez diriger la mairie sans problème en étant condamné. Il y a quand même un malaise, mais c'est les gens qui sont cons parce qu'ils revotent pour ces gens-là. Moi, j'ai sorti un bouquin en 2013, le premier avec Graziella Rioux, qui s'appelait « Délit d'élus ». On avait mis 400 noms d'élus qui avaient mis les doigts dans la confiture. C'était la première fois que ça se faisait en France. Je me suis dit, mars 2014, ils ne sont pas élus ces mecs, toi. Maintenant, les gens savent. Oui, mais même quand les gens savent, vous dites qu'il existe ce qu'on appelle les procès Bayon. Ah oui, mais ça, c'est autre chose. C'est encore un autre truc à côté. Mais expliquez-nous, c'est quoi un procès Bayon, c'est simple. C'est un système qu'ont trouvé les élus politiques et les chefs d'entreprise qui sont alliés à des hommes politiques pour juguler la liberté d'expression. Donc, on vous fait, j'ai 2 journalistes, par exemple, qui ont sorti un bouquin il y a quelques années. Il y a un chef d'entreprise qui leur a fait un procès à 500 000 € de dommages et intérêts. Ils vont gagner. Ils vont gagner parce que ce qu'ils ont dit, c'est vrai. Sauf qu'ils vont passer 5 ans à rédiger des mémoires, à se rendre dans les procès, à faire peur. Et c'est un message subliminal qui est très vicieux aujourd'hui en France. Les procès Bayon, ça ne sert pas forcément à attaquer quelqu'un. Ça sert à faire comprendre aux autres qu'il ne faut pas qu'ils bougent. Et on attaque des choses. Pardon, Yuka, qui est une association géniale qui s'occupe de vous dire, grâce à une application, si ce que vous mangez, c'est relativement sain. Eh bien, ils ont fait des procès Bayon pour essayer de les étouffer. Le journal Ravi, qui était un journal qui était indépendant, pas payé par un parti, pas payé par une chambre, ils ont fait un procès Bayon et Ravi est obligé de mettre le clé sous la porte. Vous avez de plus en plus de mal à exister parce que quelque part, vous êtes ni inféodé par un parti politique, entre guillemets, ni inféodé... complètement indépendant, ça c'est clair. J'ai dit entre guillemets, vous êtes complètement indépendant et il n'y a pas une entreprise qui vous paye. Mais vous allez avoir de plus en plus de mal parce que les gens ont de moins en moins de pognon. Donc payer aujourd'hui, parce qu'il faut payer pour la liberté d'expression, puisque les accès aux journaux gratuits, aux médias gratuits, sont sous les mains d'une dizaine d'oligarques très riches qui ne font passer que les informations qu'ils veulent bien, on va se retrouver coincé sur la liberté d'expression. Et le procès Bayon fait partie des choses qui étouffent la liberté d'expression aujourd'hui. Face à l'apathie des Et c'est simple à comprendre, parce que je voudrais bien que les gens comprennent. Quand vous avez beaucoup d'argent... Je pense qu'ils ont très bien compris. C'est vrai ? Vous pensez que c'est clair ? C'est clair. Bon, ça va, alors j'arrête là-dessus. L'apathie des Français, vous la constatez, vous la déplorez, vous vous posez cette question, quand allons-nous arrêter d'être cons et lâches ? Qu'est-ce que vous préconisez à part l'appel à la violence ? Ah non, moi j'appelle pas à la violence. Hein. Ah ben non, mais justement, à part l'appel à la violence... Eh bien déjà, la démocratie ne meurt que quand on s'en sert pas. Et aujourd'hui, on s'en sert de moins en moins. Donc vous incitez les gens à voter. Mais oui, votez blanc. Ouais.
Ah mais le vote blanc, ça sert à quoi? Eh ben non. Là aussi, quoi, c'est grosse erreur. Pourquoi ça ne sert pas le vote blanc? Parce qu'il n'y en a pas assez. Le véritable mécontentement aujourd'hui du panel politique qu'on vous offre, si vous n'êtes pas content de la droite, de la gauche, des extrêmes, etc., votez blanc. Nous sommes dans une société médiatique. Le jour où les blancs vont être là, et les exprimés vont être là, parce qu'aujourd'hui, les exprimés, ils sont là. Je vous rappelle que M. Macron a été élu au premier tour avec 17% des voix. 17, donc 1,7 électeurs sur 10 inscrits. 1,7. Et qu'en mai 2017, le nombre de blancs et de nuls dont personne n'a voulu parler, c'était quand même 12%. 12% de blancs et de nuls, 17% M. Macron. 80% de blancs et de nuls, 17% M. Macron. M. Macron sera peut-être élu cette fois-ci. Mais il est plus représentatif des Français. Mais il est déjà plus. Mais non, mais je sais bien qu'il l'est plus. J'essaye de le faire légalement. Tu vois, quelque chose que vraiment où ça marquerait les mentalités et où vous serez obligé de changer les lois. Moi, j'ai pas 50 systèmes à proposer. La révolution sanglante, au départ, c'est toujours sympathique. Ça tourne toujours dans l'incohérence. Et les premiers mecs qu'on tue, c'est des organismes comme les vôtres ou c'est des mecs comme moi. Dans les révolutions sanglantes, les mecs qui ont des droits qu'on veut supprimer, on les retrouve après, mais avec des privilèges. Et ceux qui avaient des privilèges avant la Révolution, on les retrouve après avec des droits. Donc les révolutions sanglantes, c'est jamais bon. Il faut des révolutions posées. Et la révolution posée, c'est arrêter déjà de voter pour des élus pourris. Moi, je le dis toujours, mon frère, si un jour j'avais découvert que mon frère était ripou, mais quoi qu'il arrive, je ne voterais pas pour lui. Or, aujourd'hui, les gens, ils sont cons. Les ripoux sont que de l'autre côté. Alors moi, si je suis de gauche, les ripoux, ils sont qu'à droite, Donc le premier mec de droite, c'est un ripou. Et les mecs qui sont à droite, les ripoux, ils sont qu'à gauche. Non. Il y a des ripoux à droite, il y a des ripoux à gauche. Regardez pour qui vous votez. Les médias, vous l'avez dit, vendus au profit exclusif des intérêts économiques ou politiques. Vous proposez quelques solutions simples en matière de liberté de la presse. Vous pensez à quoi? Je pense que la liberté de la presse doit pouvoir être complètement indépendante. Moi, je ne suis pas... là aussi, c'est un leurre quand on dit qu'il ne faut plus donner de subventions aux journaux. Je dis qu'il faut continuer de donner des subventions. Par contre, il faut arrêter de les donner à ceux qui n'en ont pas besoin. Parce qu'aujourd'hui, il y a des journaux, entre guillemets, et des médias qui touchent des subventions, alors que les patrons, c'est des gros milliardaires. Ça... il faut arrêter. T'as le pognon, t'en as pas besoin de subventions. Mais il faut donner des subventions. Pourquoi? D'État. Pourquoi? Je sais que je vais encore me faire tuer, mais il faut que je l'explique. Si vous supprimez les subventions d'État, faites par un organisme indépendant, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, à plein de trucs qui se montent et qui existent. Si c'est des subventions faites par un organisme indépendant, ça vous permet d'exister. Pourquoi? Parce que les gens aujourd'hui, ils n'ont plus d'argent pour acheter, ils ont plus etc. Si vous supprimez ça, qui va permettre à ces journaux d'exister et à ces médias d'exister? Uniquement les entreprises privées. Donc les entreprises privées, s'ils vous donnent du pognon, votre liberté, vous l'aurez encore moins. Mais alors il faut interdire justement les subventions privées. Ah mais non, moi je suis pour la liberté, mais il faut par contre renforcer les subventions d'État faites par des organismes indépendants. Et pas seulement pour les riches. Parce qu'aujourd'hui, c'est des subventions d'État à des journaux et des médias qui n'en ont pas besoin. Non mais attendez, TVL, on est subventionné par des gens qui sont pas riches, et ça fonctionne depuis 10 ans. Là. Oui, mais ça, c'est TVL, je parle de subventions d'État. Ah, mais les subventions, c'est de l'argent qu'on reçoit. Eux, ils le reçoivent de l'État, nous, on le reçoit de la poche de ceux qui nous regardent. Aujourd'hui, qui sont libres de le faire. Aujourd'hui, il est impossible à un journal comme le vôtre, etc., de vivre s'il n'a pas de l'argent qui arrive de l'extérieur. C'est impossible. Ouais. C'est impossible. Et même vous, les gens ne se rendent pas compte, mais même subventionnés les journaux qui sont maintenant subventionnés uniquement par des dons ou des personnes, vous me suivez, ils vont plus pouvoir résister. Moi, vous savez combien je dépense par an pour arriver à accéder à de la presse libre? Je mets des guillemets, libre. 3 000 € par an. Moi, je peux me permettre. Je rame parce que j'écris des livres. Donc, pour avoir des informations, je suis obligé de payer. Mais à un moment donné, les gens ne pourront pas payer. Parce qu'il y a une paupérisation générale de la population française. Et que ça devient de plus en plus dur d'aller chercher de l'information. Parce que le journal en face qui fait de l'information libre, comme Médiacité, comme Mediapart, comme vous, etc., il faut les payer, les journalistes. Il faut qu'ils fassent de l'investigation. S'ils veulent dire, il faut qu'ils descendent chercher l'information. Des fois, ça dure 15 jours, 3 semaines. Pendant ce temps-là, il faut les payer. Comment vous faites pour vivre? Et à un moment donné, les gens ne pourront plus payer. Donc c'est aussi à l'État de participer. Et l'écrémage, il se fera selon ce que raconte le journaliste. Ah mais ça c'est sûr, mais selon ce qu'il raconte le journaliste, c'est selon la possibilité qu'il a de le faire.
Quand vous avez plus qu'une journée pour réaliser une enquête, c'est pas la même chose que quand vous avez un peu plus de temps pour creuser vos preuves. Et malheureusement, les gens ont de moins en moins de temps parce qu'il y a de moins en moins d'argent. Pilleurs d'État encore. Et encore. Et encore, c'est l'ouvrage de Philippe Escaut à retrouver sur la boutique de TV Liberté. Et je connais l'auteur. Merci Philippe.